Bon week-end et merci de suivre cette rétrospective. Les Congolais attendent impatiemment la publication du gouvernement d'union nationale sous la direction de Bruno Tshibala. Le Premier ministre a déjà remis le rapport de ses consultations au président de la République. Il a annoncé la publication imminente du dit gouvernement. La dernière décision revient donc au président de la République. Et puis les professionnels des médias étaient à l'honneur le 3 mai de cette semaine qui s'achève. Ils ont célébré la journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème « Le rôle des médias dans la promotion de sociétés justes, pacifiques et inclusives ». Pour certains chevaliers de la plume et du micro, cette journée encourage les journalistes à travailler en toute indépendance et objectivité. Et enfin, les Français aux urnes ce dimanche 7 mai pour choisir qui de Marine Le Pen et Emmanuel Macron accédera à l'Élysée. Ce malgré qu'au cours du deuxième et dernier débat, les candidats ont passé du temps à se régler les comptes au lieu d'un débat d'idées sur la politique à mener dans le prochain quinquennat. Déjà ce vendredi à minuit, la campagne prend fin et les médias garderont silence jusqu'au second tour ce dimanche 7 mai. La publication du gouvernement Tshibala est imminente. Le Premier ministre Bruno Tshibala a remis mercredi au chef de l'État le rapport de ses consultations. Au sortir de l'entretien avec le président de la République, Joseph Kabila, Bruno Tshibala a fait savoir au micro de nos confrères de la radio-télévision nationale congolaise RTNC que dans très peu de temps, il sera annoncé au peuple congolais la composition du gouvernement d'union nationale conformément à la Constitution et à l'accord du 31 décembre. D'après lui, le travail est fait. Il reste au président de la République de jeter un coup d'œil sur le rapport qui lui a été remis. Je suis venu lui faire un rapport d'étape concernant la formation du gouvernement après 3 semaines de consultation des partis signataires de l'accord politique et inclusif du 31 décembre. J'ai remis à ce sujet un rapport écrit au président de la République. Je dois dire en somme que le travail continue et d'ici quelques jours, le peuple congolais sera fixé au sujet de la formation du gouvernement d'union nationale conformément à la Constitution et à l'accord du 31 décembre. Toutes les composantes signataires de l'accord du 31 décembre ont été reçues. J'avais même élargi ces consultations à d'autres acteurs politiques qui avaient estimé utile et nécessaire d'y être associés. Je pense que tout s'est bien passé. Le travail est fait et il reste au président de la République de jeter un coup d'œil sur le rapport que je viens de lui transmettre. Et comme je viens de le dire, dans très peu de temps, nous aurons la responsabilité d'annoncer au peuple congolais la composition du gouvernement d'union nationale. Ici de signaler que 3 semaines se sont écoulées depuis la nomination de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre sans la publication de l'équipe gouvernementale. Avec ce tête-à-tête entre les deux personnalités impliquées dans la composition du gouvernement, il est probable que le gouvernement d'union nationale sera connu d'ici le week-end. Le président burundais Pierre Nkurunziza en a marre des ingérences extérieures en Afrique et surtout au Burundi et en RDC. Il a dit lors d'une nouvelle manche de la tournée diplomatique de clarification d'explication du processus politique en cours en RDC, débuté ce jeudi par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard Sheoki-Tundu. Bujumbura, la capitale de la République du Burundi, était le choix pour débuter cette nouvelle manche de conviction. Léonard Sheoki-Tundu, accompagné du conseiller diplomatique du président de la République Barnabé Kikaya et du professeur Adolphe Loumanou, a aussitôt arrivé à la région du président Pierre Nkurunziza et remis le message écrit du président Kabila dont le contenu n'a pas été révélé. Au cours des échanges, Léonard Sheoki-Tundu a retracé les grandes lignes chronologiques des raisons de convocation du dialogue politique national inclusif à l'étape actuelle de conclusion de l'arrangement particulier et la publication prochaine du gouvernement d'union nationale. Et par la suite, le président burundais a félicité le président Kabila pour avoir réussi à maintenir la paix et la cohésion nationale pendant cette période politique difficile, semblable à celle qu'a connue le Burundi et franchie positivement en 2014 et 2015. Cependant, Pierre Nkurunziza a fustigé la main extérieure prépondérante dans les problèmes politiques connus tant en RDC qu'au Burundi. Pour le président burundais, la dynamique interne de mobilisation permanente du peuple souverain doit être le rempart
face à ces ingérences étrangères intempestives. Ainsi, Pierre Nkurunziza a salué le patriotisme et le nationalisme du président Kabila qui résiste dignement aux côtés de son peuple et de ses intérêts fondamentaux. Le chef d'État burundais a aussi salué l'amélioration des relations de bon voisinage avec la RDC dans une collaboration sécuritaire opérationnelle aux frontières et une très bonne coopération judiciaire entre les deux pays. L'exigence de la SANCO sur le retour en homme libre en RDC de Moïse Katumbi est une connivence entre le prélat catholique et Moïse Katumbi. Et c'est qu'a fait entendre André Alain Ntundou, porte-parole de la majorité présidentielle. D'après lui, il est inacceptable que la SANCO ait divulgué ce rapport à la presse et non à l'institution concernée, la présidence de la République. Il en a appelé au chef de l'État pour ne pas tenir compte de ce rapport. On y remarque de suspicions légitimes de connivence entre la SANCO et l'intéressé. Il a aussi ajouté que c'est le président de la République avec les autorités judiciaires qui devraient examiner ce rapport et en tirer les conséquences pour que la décision ne porte pas atteinte aux droits des privés concernés dans cette affaire. Par ailleurs, la MP a demandé d'enterrer Etienne Tshisekedi dans la légalité. Cela fait suite à la décision de l'UDPS de rapatrier la dépouille de son leader à Kinshasa pour l'enterrer au siège de son parti à Limete. À l'issue de la réunion tenue par Obaminaku avec les communicateurs de la MP, Maître Ernestine Nyoka de la majorité présidentielle estime que inhumer le leader Maximo au sein de son parti violerait les dispositions en matière de funérailles et sépulture en RDC. Celle-ci stipule qu'il appartient à l'État de fixer le lieu d'inhumation. Cependant, la MP recommande à l'UDPS la soumission à la législation en vigueur dans le pays. Du côté de Limete, entre-temps, les travaux de construction du mausolée avancent. À en croire Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDPS, la fin des travaux pourra intervenir avant le 12 mai prochain. Opération Mandalala en français Rameau en est une lancée par l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS dans le cadre de préparatifs du rapatriement de la dépouille mortelle de son président Etienne Tshisekedi annoncé pour le 12 mai à Kinshasa. Cette opération lancée mardi 2 mai à Kinshasa par le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, concerne tous les partisans de l'UDPS et ceux qui se reconnaissent dans le combat politique d'Etienne Tshisekedi à travers toute la République. Elle consiste à placer des rameaux sur les portails et les véhicules en signe de deuil. Avant Corona Eya, Tolingi, opération Mandalala et Banda Lobby. Pas de véhicules sans Mandalala. Opération Banderole. Banderole nyoso yobosi bochaki nandaku. Banda ko Banda Lobby na lingina mona yango. Kinshasa Mobimba. Ezalima Sekite le 12 héros national à Kokita Awa. Par ailleurs, Jean-Marc Kabound a qualifié de vaste blague la signature de l'arrangement particulier intervenu au Palais du Peuple. Car, a-t-il expliqué, cette signature viole l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour rappel, dans une lettre adressée à l'hôtel de ville de Kinshasa et signée par Jean-Marc Kabound le 28 avril dernier, l'UDPS tenait à informer l'autorité provinciale de sa décision d'enterrer son président Etienne Tshisekedi au siège du parti à Limete. Et c'est le mardi 2 mai que l'hôtel de ville a accusé réception de la lettre de l'UDPS adressée au gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Jusqu'au moment où nous vous diffusons cette information, la réaction du gouverneur se fait toujours attendre.
Le directeur de cabinet du chef de l'État, à la tête d'une forte délégation constituée du ministre national des Finances, celui de l'Environnement et les responsables des institutions étatiques qui s'est rendu dans l'ex-province du Katanga. Accueilli au bas de l'avion par le gouverneur de l'Olaba, Richard Mouyej, et son vice-gouverneur, Néhémie Mouilania, a effectué une descente dans les installations de la SNCC Kolwezi où des bois rouges ont été saisis sur ordre du gouverneur. Ici, il a reçu les explications du directeur de la DGDA et celui de la SNCC avant de s'enquérir de la synthèse du gouverneur de province. Par la suite, la délégation du DIRCAP du chef de l'État a visité les sites d'abattage d'arbres Nteke et Kando Sud. Face à la presse de l'Olaba, le DIRCAP du chef de l'État a annoncé des mesures préventives pour protéger l'écosystème tout en saluant l'implication du gouverneur Richard Mouyej. Aucune autorisation qui était délivrée par le ministère national de l'Environnement, autorisation de vente, achat ou exportation de bois, aucune autorisation ne peut plus être délivrée jusqu'à nouvel ordre. Au niveau de la province, aucune autorisation d'abattage d'arbres ne peut plus être délivré à dater d'hier jusqu'à nouvel ordre. Suite au rapport donné au chef de l'État par la commission à l'issue de ces différentes visites, les sanctions sont tombées contre les responsables des secteurs qui touchent l'environnement. Les enquêtes en cours concernent aussi les personnes impliquées dans l'exploitation illégale de bois. À dater de ce jour, les enquêtes sont ouvertes à charge de toute personne impliquée, n'est-ce pas, dans l'exploitation irrégulière du bois. Et ces personnes, évidemment, peuvent être des civils comme des militaires. Voilà pourquoi, pour faciliter les enquêtes, à dater de ce jour, les responsables des secteurs qui touchent à l'environnement, notamment les coordonnateurs provinciaux de l'environnement, les directeurs provinciaux de la DGDA, les directeurs provinciaux de la migration. Tous ces trois responsables, à dater de ce jour, sont suspendus. Ici est de noter que les autorités civiles, policières et militaires citées dans cette exploitation feront aussi objet d'interpellation. Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, a démenti l'information ayant fait état de l'assassinat des inspecteurs de l'EPSP dans le Kasaï. Contrairement à l'annonce de la société civile du Kasaï central, les 5 inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel EPSP enlevés dans le territoire de Kazumba n'ont pas été tués. Tout est parti de la déclaration du maître Jean-René Chimanga, président de la société civile du Kasaï central. À la radio BBC, il a affirmé mardi 2 mai que les 5 inspecteurs tombés en embuscade tendue par la milice Kamwenan Sapou avaient été égorgés avec leur chauffeur. Joint au téléphone par la rédaction du site d'information politico.cd, le ministre Lambert Mende a démenti cette information. Cependant, le ministre a reconnu que les inspecteurs ont été pris en otage et qu'heureusement, ils ont été libérés. Pour Lambert Mende, la milice Kamwenan Sapou n'est pas du tout derrière cet enlèvement. La milice se trouve dans le territoire de Dibaya, tandis que les faits se sont déroulés dans le territoire de Kazumba. Les bandits se font passer pour les éléments de la milice Kamwenan Sapou parce qu'on a tellement fait de la publicité pour elle que quand on la cite, les gens sont pris de terreur, a ajouté le ministre Mende. Sur instruction du chef de l'État, les travaux de réhabilitation de la voirie ont repris à Kinshasa et dans les provinces de la RDC. À Kinshasa, le ministre national des Infrastructures et Travaux publics poursuit ses tournées d'inspection des travaux. Ce mercredi, Thomas Louakalo Senjola s'est rendu notamment sur la place commerciale à la 7e rue Limité et l'avenue Kianza qui traverse les communes de Lemba et Ngaba. Le constat diffère. À la 7e rue, les travaux avancent normalement. Thomas Louaka félicite l'OVD pour la qualité et la durée des travaux. Sur Kianza, par contre, le ministre est très déçu de la forte dégradation de la chaussée. Les travaux ont repris sur instruction personnelle du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila, qui nous a demandé de relancer le plus rapidement possible les travaux de réhabilitation de la voirie de la ville de Kinshasa, aussi à l'intérieur du pays. Mais c'est comme ça que nous avons lancé quelques axes. Aujourd'hui, nous sommes venus voir à la place commerciale 7e rue à Limité l'évolution des travaux
travaux conduits par l'OVD et nous sommes contents, ça se passe très bien. Les choses avancent normalement selon les calendriers qui a été défini par le DG de l'OVD. Au regard des travaux, l'Office de voirie et drainage a déjà bouché les grands trous pour soulager tant soit peu la population. Il y a l'étape de curage des caniveaux et par la suite asphalter la chaussée. Une occasion pour Thomas Louaka d'en appeler à la responsabilité de la population pour ne pas transformer les caniveaux en poubelles. La détérioration de ces routes, de ces accès est liée uniquement à l'activité humaine. Les caniveaux sont en bon état, mais les caniveaux sont bouchés parce que la population vient jeter les immondices dans les caniveaux. Et lorsque les caniveaux sont bouchés, l'eau ne sait pas où partir, l'eau va stagner sous la chaussée et la chaussée n'aime pas l'eau. Voilà ce qui dégrade. Donc c'est triste de voir que nous avons investi beaucoup de sommes importantes d'argent dans les travaux de la voirie. 2, 3 ans, 4 ans plus tard, il faut revenir faire la même chose alors que cet argent pouvait nous aider à mettre des médicaments dans les hôpitaux, à construire des écoles pour nos élèves. Donc je profite de l'occasion pour en appeler à la responsabilité de toute la population. Les caniveaux ne sont pas des poubelles. Il ne faut pas jeter les immondices dans les caniveaux. Ça va boucher et puis après nous serons obligés de revenir. Et comme il y a beaucoup de priorités à Kinshasa et dans le pays, on ne sait pas quel jour on reviendra encore à 15. On ne sait pas quel jour on reviendra encore à Limité parce qu'il y a d'autres priorités, par exemple la route de Mokali, il y a d'autres priorités, par exemple la route, l'avenue Bokassa et d'autres sites que je ne peux pas citer ici. Donc voilà, les travaux évoluent normalement. Je félicite l'OVD pour la qualité du travail et la rapidité d'exécution. Nous avons eu la chance de rencontrer le bourgmestre d'Engaba qui est venu ici et il va continuer à sensibiliser la population pour changer de comportement. Quant aux travaux effectués par la Régie des eaux et la SNEL pour la pose souterraine de leurs tuyaux et câbles, le ministre des ITPR exhorte ces deux régies d'entrer en contact avec l'OVD. Question de travailler de commun accord afin de ne pas détruire les chaussées déjà saltées. Lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement d'électeurs dans la province de Kwango. C'est la ville de Kenge, chef-lieu de cette province, qui a vu le président de la centrale électorale, Corneille Nangaa, et son équipe lancer cette opération le 30 avril 2017. Et ce, en présence du gouverneur du Kwango, Larus Kabula Mavula, les notabilités de la province et autres élus nationaux provenant de Kinshasa, dont Patrice Kitebi. La première carte a été livrée au premier enrôlé en motif de satisfaction pour le président de la CENI qui a vu l'opération bien démarrer et a invité à la mobilisation totale de la population. Oui, nous voici justement à l'Institut Masikita, à la commune de Masikita, ville de Kenge, chef-lieu de la province de Kwango. La première carte a été délivrée, l'opération a donc bien démarré. Ce qui est plus important est que l'enrôlement a commencé, le plus dur est devant nous. Il faut qu'on déploie au niveau de tous les villages et c'est l'occasion de mobiliser. Population de Kwango, mobilisez-vous comme ça se fait ailleurs. La province du Kwango représente 1 068 904 électeurs selon les projections de la CENI. 1390 centres d'inscription ont été répartis dans les 5 antennes dont Feshi, Kaimba, Kasongolunda, Popokabaka et Kenge. Le finaliste des humanités ont passé ce mardi 2 mai l'épreuve de dissertation, un examen préliminaire des examens d'État qui sanctionne la fin des études secondaires en République démocratique du Congo. À Kinshasa, les centres ont ouvert leurs portes à 8h30 malgré la présence de la pluie. Dans certains centres que votre rédaction a visités, notamment le lycée Monseigneur Chaoumba et l'Iti Gombe, les élèves, malgré la peur du début, se sont dit finalement satisfaits et s'attendent à de bons résultats. L'examen d'aujourd'hui, comme c'est ma première fois de faire ça, j'avais la frousse le matin, mais quand on m'a donné le sujet, j'ai bien travaillé, je parlais sur le précieux héritage qu'un parent peut léguer à son fils, c'est l'éducation. L'examen est surtout passable parce que jusque-là on s'attend aux meilleurs résultats et on sait que Dieu va faire grâce parce que ça s'est très bien passé. J'ai pu raisonner de ma façon
Et je sais qu'au fur et à mesure, par la correction des autorités là, je sais que ça va marcher. Je pourrai obtenir des très bons résultats. On était un peu menacé par la pluie, on est venu en retard, beaucoup des élèves sont venus en retard, mais ça s'est bien passé parce que je finis mon examen. Cette épreuve est organisée sur tout l'étendue du territoire national. Quelques incidents ont par ailleurs été signalés au Kasaï central où la milice Kamina Sampou a enlevé quelques inspecteurs de l'EPSP qui allaient superviser cette épreuve. Pendant ce temps, au Nord Kivu, certains groupes armés ont brûlé le mal contenant les items de la dissertation. Ce qui a poussé l'inspection générale de l'enseignement à reporter cette épreuve pour quelques jours dans les provinces du Kasaï et Nord Kivu, rassurant que toutes les dispositions ont été prises. Journée mondiale de la liberté de la presse. En République démocratique du Congo, l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, trace un tableau sombre de la liberté de la presse. D'après Joseph Kasonga Chilunde, président national de l'UNPC, il y a un recul dangereux qu'avant, notamment avec la fermeture de médias et l'instrumentalisation des journalistes. Actuellement, la liberté de la presse en République démocratique du Congo est encore plus dangereuse qu'avant, pour la simple raison que lorsque vous considérez le classement de Reporters sans frontières, vous constaterez que la République a encore perdu 2 places. Il y a des médias qui sont toujours fermés en dépit du fait que les pouvoirs, les autorités et tous ceux qui étaient dans les différentes négociations avaient décidé qu'on puisse les libérer. Ces médias n'ont jamais été libérés jusqu'à ce jour. Conséquence, tous les journalistes et leurs familles qui travaillent dans ces médias sont dans une précarité sans nom. Dans le contexte congolais, vous savez qu'aujourd'hui, là, et contrairement à toutes les autres années, le Congo vit dans une situation délicate. Conséquence, la paix est perturbée, la paix est menacée. Et dans tout cela, vous prenez aussi ce processus électoral avec les hommes politiques qui estiment qu'ils doivent se combattre à travers les médias. Et c'est le journaliste qui est instrumentalisé. J'invite les journalistes à être les vrais professionnels. Kasonga Chilunde a cependant indiqué qu'il revient aux journalistes d'apporter la paix en évitant les messages incitant à la haine et à la division. Les journalistes sont à l'honneur ce mercredi 3 mai 2017 dans les 4 coins de la planète où l'on commémore la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le thème retenu cette année est 2 esprits critiques pour de temps critiques, le rôle de médias dans la promotion de sociétés pacifiques, justes et inclusives. En effet, toutes les années, la Journée mondiale de la liberté des presses permet de célébrer les principes fondamentaux de la presse, d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vue dans l'exercice de leur profession. À l'occasion de cette célébration, les professionnels de médias rencontrés ont donné leur lecture sur cette journée. Pour Sami Bosongo, secrétaire de rédaction au magazine Congo Panorama, la liberté de presse a un contenu variable selon la ligne éditoriale de chaque média. Il y a des pratiques qui se passent dans la presse qui amènent les gens à dire que la liberté de la presse n'est pas effective en RDC. C'est par exemple quand on est de l'opposition et qu'on veut à tout prix attaquer le pouvoir n'importe comment, sans respecter la déontologie journalistique, on peut estimer que la liberté de la presse n'est pas acquise. Mais lorsqu'on fait bien son travail, on aura des problèmes avec personne. Et je ne vois pas pourquoi le pouvoir peut s'attaquer à quelqu'un qui fait bien son travail, qui respecte les normes journalistiques. Parce que le journalisme, la presse ne s'exerce pas selon les sentiments des journalistes. Le journalisme, la presse se fait selon les normes établies, les normes étudiées dans les universités où on enseigne aux gens le métier de journaliste en général. De son côté, Esther Mpezo Omba, rédactrice en chef au BSC, estime que la journée est importante car elle encourage les journalistes à travailler de manière indépendante et objective. En fait, pour moi, la journée mondiale de la liberté de la presse, je la considère comme une manière de pousser les journalistes à travailler de manière indépendante. Qu'on ne se trompe pas, en RDC comme sous d'autres cieux, les journalistes ne sont pas à 100% indépendants. Il y a beaucoup de contraintes, il y a des contraintes politiques, il y a des contraintes de tant qu'humains aussi, donc qui fait qu'on n'est pas complètement indépendant. Donc c'est une manière de booster ou de pousser les journalistes à être indépendants dans leur travail. Mais aussi concernant le thème
recommande plutôt, le terme de cette année 2017, recommande aux journalistes de travailler avec toute objectivité, c'est-à-dire donner les faits sans complaisance. Pour rappel, l'histoire nous renseigne que le 3 mai a été proclamée la journée mondiale de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, suivant la recommandation adoptée lors de la 26e session de la conférence générale de l'UNESCO en 1991. Le 1er mai de chaque année est depuis 1947 un jour férié pour commémorer la fête du travail. Cette commémoration tire ses origines en France lors de manifestations des salariés américains qui réclamaient en 1886 la journée de travail de 8 heures. Depuis lors, cette journée chômée payée a été consacrée au défilé de travailleurs et aux revendications salariales. En RDC, pour cette occasion, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer le chômage et s'interroger haut et fort sur la raison d'être d'une fête de travail dans un pays de chômeurs. Pour ce 1er mai 2017, certains travailleurs congolais ont défilé sur la place triomphale à Kinshasa sous le haut patronage du Premier ministre sortant Sami Badibanga. Une occasion pour le ministre d'État sortant en charge du travail, emploi et prévoyance sociale, Lambert Matoukou, de réaffirmer la volonté du gouvernement de la RDC de faire de l'amélioration de conditions sociales de travailleurs congolais sa priorité. L'une des tâches prioritaires du ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale est de promouvoir avec les autres membres du gouvernement une véritable politique nationale en matière salariale pour éviter des disparités qui provoquent souvent des tensions sociales. De leur côté, certains syndicalistes pensent que le bilan est mitigé, mais ils déplorent les retombées de la dépréciation du franc congolais sur leurs revenus. Nous pouvons dire ceci, que le bilan est mitigé, c'est-à-dire qu'il y a des avancées, il y a aussi des choses qui ne sont pas jusque-là bien ficelées. Donc il va falloir que, et les gouvernements, parce que le travail décent d'abord c'est un problème du gouvernement. C'est le gouvernement qui doit mettre en place des mécanismes afin que et les employeurs et les travailleurs ils puissent arriver à mettre en application ces concepts-là. D'autres, par contre, estiment qu'il n'y a aucune avancée et que cela ne se limite qu'à une promesse du gouvernement. Nous ne vivons pas le travail décent. C'est encore une promesse non réalisée par le gouvernement. Je crois que les syndicats ont donné un cahier des charges qui reprend l'ensemble des problèmes posés par le monde du travail ici chez nous. Le problème des licenciements, le problème des SMIC, tout doit être mis sur la surplace parce que la crise socio-professionnelle a touché son paroxysme. Sinon, le ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale place les pleins emplois productifs et le travail de son au cœur de la politique économique et sociale. Deuxième tour de la présidentielle française, le débat ce mercredi soir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen a donné lieu à davantage de passes d'armes stériles qu'à des échanges sur le fond des sujets abordés. Une déception pour certains téléspectateurs qui, à l'issue de ce débat, devraient faire leur choix. Les 15 millions de téléspectateurs n'ont pas assisté comme attendu à un échange d'idées sur les politiques à mener lors du prochain quinquennat. Pendant plus de 2 heures, les candidats ont passé du temps à se régler les comptes, même si Macron tentait de ramener son adversaire dans le débat d'idées. N'ayez pas ce genre de terme, Madame Le Pen, ça pourrait prêter à quelque ambiguïté venant de vous. L'Europe à la schlag. Et donc, non, pas chez moi. Si, c'est celle de Merkel. C'est la construction qui vient du bas, avec les associations, avec les territoires dont on a trop peu parlé, les initiatives populaires, mais des vraies transformations, des vrais changements pour lutter contre le chômage, pour l'école, pour la transformation du pays et surtout pour sa réconciliation. Dans 5 ans, si je suis élu président, je veux une France qui aura gagné la bataille face au terrorisme, face au chômage, face à l'illettrisme. Mais une France, vous avez déjà réconcilié le MEDEF et la CGT, ils appellent à voter pour vous. Parce qu'il n'y aura pas les divisions. Mais vous savez, malheureusement, l'État du pays... Tout le système appelle à voter pour vous. De rire. Moi, je ne ris pas avec l'État de notre pays. Il m'inquiète. Le MEDEF et la CGT. Je veux dans 5 ans parce que j'aurai justement fait un vrai renouvellement. Fait un vrai renouvellement. Mais la faute est partagée, relève France 24. D'abord, les journalistes qui ont laissé les 2 candidats s'invectiver plutôt que de les ramener au sujet de fond. La faute également au choix des séquences de l'émission avec des thèmes survolés comme l'économie et la lutte contre le chômage, voire carrément oublié comme l'environnement ou la laïcité. Enfin et surtout, la faute à Marine Le Pen qui a passé la majeure partie de son temps à attaquer son adversaire plutôt qu'à répondre aux questions qui lui ont été posées.
Marine Le Pen, candidate du Front commun, n'a formulé aucune proposition sur sa méthode pour relancer l'économie française ou réduire le nombre de chômeurs. Et lorsqu'il lui a été donné l'occasion en fin d'émission de parler du sujet de son choix, celle-ci a dit ne pas en avoir. Mais elle a préféré s'en prendre une fois de plus à son adversaire qu'elle a dépeint tout au long du débat comme étant une créature de François Hollande et du monde de la finance. Durant les 2h30 de direct, le candidat socialiste Emmanuel Macron a régulièrement accusé son adversaire Le Pen de ne pas connaître ce dossier. Macron s'attachant lui à endosser le costume du présidentiable en listant ses différentes propositions pour chaque thème abordé. Marine Le Pen s'est toutefois montrée plus à l'aise sur ces sujets de prédilection que sont le terrorisme et l'insécurité, accusant Emmanuel Macron de complaisance pour le fondamentalisme islamiste. Les téléspectateurs retiendront essentiellement des moments de gêne face au rire incessant de Marine Le Pen qui cachait souvent assez mal son impréparation et les sourires forcés d'Emmanuel Macron trahissant une forme de condescendance. On peut tout dire de ce face-à-face Le Pen-Macron, l'entre-deux tours de l'élection présidentielle française. Les Français se prononceront définitivement sur leur destin aux urnes ce dimanche 7 mai 2017. Le mal de positionnement de la formation sportive de Sanga-Balende au classement de play-off n'est pas une crise, mais plutôt une période de turbulence, a déclaré Alphonse Ngoïka-Sanji. D'après le président de Sanga-Balende, le sang et or vont relever leur tête et repartir du bon pied. Il a annoncé à cette occasion que le comité se réunira ce mercredi 3 mai pour débattre de la série de contre-performances qu'enregistre ce club kassaïen depuis le coup d'envoi de play-off de la Lina Foot. On ne comprend pas, nos joueurs sont bien payés, bien nourris, comme d'habitude. Voilà, nous avons constaté 4 défaites, 1 nul. On a perdu la bataille et non la guerre. Hein? Donc il y a encore des matchs devant nous. Nous mettons tout en œuvre pour pouvoir gagner le reste de nos matchs. L'impossible n'est pas sans Balende. Des fois, il faut accepter de reculer pour bien sauter. Je sais que ça tourmente tout le monde parce qu'un Sanga-Balende, comme vous l'avez dit, il n'a pas habitué son public à de tels résultats. Mais ça arrive. Ça arrive pour tous les grands clubs qui peuvent connaître une période difficile. On ne peut plus rêver, c'est qu'il y a un problème avec les joueurs. Bien, on peut comprendre que chaque fois que l'élimination au niveau de la Coupe d'Afrique, précocement, ça influence sur les joueurs. Hein. C'est ça qui a fait ce petit découragement. Il faut qu'ils reprennent l'élan. Il nous revient. Il revient également au psychologue du club de parler aux enfants parce qu'ils jouent bien. Mais pourquoi ils arrivent à encaisser beaucoup de buts? Vous vous souviendrez qu'après 5 matchs livrés, Sa Majesté Sanga-Balende a encaissé 4 défaites et concédé un match nul. Il est donc placé à la 5e position avec un tout petit point. Cette rétrospective est terminée. Voici les grands titres. Les Congolais attendent impatiemment la publication du gouvernement d'union nationale sous la direction de Bruno Tshibala. Le Premier ministre a déjà remis le rapport de ses consultations au président de la République. Il a annoncé la publication imminente du dit gouvernement. La dernière décision revient donc au président de la République. Et puis les professionnels des médias étaient à l'honneur le 3 mai de cette semaine qui s'achève. Ils ont célébré la Journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème « Le rôle des médias dans la promotion de sociétés justes, pacifiques et inclusives ». Pour certains chevaliers de la plume et du micro, cette journée encourage les journalistes à travailler en toute indépendance et objectivité. Et enfin, les Français aux urnes ce dimanche 7 mai pour choisir qui de Marine Le Pen et Emmanuel Macron accédera à l'Élysée. Ce malgré qu'au cours du deuxième et dernier débat, les candidats ont passé du temps à se régler les comptes au lieu d'un débat d'idées sur la politique à mener dans le prochain quinquennat. Déjà ce vendredi à minuit, la campagne prend fin et les médias garderont silence jusqu'au second tour ce dimanche 7 mai. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bon week-end chez vous.